arrêté horizontal. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés ou Linkswecom, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Barkhane s'en va du Mali pour rester en face, c'est-à-dire au Niger. C'est la grande question que l'on se pose ce soir. Eh bien, après 9 ans, 7 mois et 40 jours de présence, les derniers soldats de l'opération française Barkhane ont donc quitté le Mali. En citant expressément le nombre de temps qu'ils ont passé sur le sol malien au nom de la lutte contre le terrorisme, nous questionnons le bilan de l'opération Barkhane qui a pour génitrice Serval d'ailleurs. Nos invités et nos téléspectateurs nous donneront leurs avis sur cette question. Mais cependant, d'autres questions surviennent. Par exemple, pourquoi quitter le Mali pour s'installer au Niger? Ce départ sera-t-il sans conséquence pour Bamako, maintenant que le peuple malien est débarrassé militairement de ce qu'il a toujours considéré comme une armée d'occupation? Quelle sera la prochaine étape? Voilà autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de For You Media, vous nous suivez en radio sur la 96.3 FM, en télévision sur les satellites Eutelsat et Amos et naturellement sur toutes les plateformes de diffusion en streaming, Facebook, YouTube. Tout ceci nous honore, merci de nous faire confiance. Vous l'avez compris, nous parlons du Mali. Le Mali avec le départ des soldats français. Finalement, va-t-on dire bon débarras? En tout cas, je la mets sous questionnement, tout simplement, puisque Barkhane quitte le territoire malien pour s'installer finalement au Niger. Un Niger aussi où il y a quand même quelques bruits des populations qui n'en veulent pas. De toutes les façons, on y reviendra. Mais accueillons pour l'heure notre cher invité, le général Issa Diawara, en direct et en duplex de Kati au Mali. Bonsoir Issa Diawara. Afrique. Merci. Issa Diawara, bonsoir, je ne vous reçois pas très bien. Bonsoir Bachir. Merci. Bonsoir à toute l'équipe de For You Media et bonsoir à toute l'Afrique. Merci de nous honorer de votre présence au moment où nous parlons d'un sujet sur lequel nous avons longuement épilogué, vous et nous, et même nos téléspectateurs qui sont d'ailleurs par millions depuis quelque temps. D'ailleurs, vous avez le salut de Delphin Mouyempondo qui sera certainement des nôtres d'un moment à l'autre. Mais en attendant, Issa, il est difficile de parler, voire impossible de parler du départ de Barkhane sans questionner quand même son bilan du côté du Mali. On sait qu'ils ont passé 9 ans, 7 mois et 40 jours. Finalement, pour quel résultat? Ok, merci M. Bachir. Le bilan de Barkhane, nous pouvons en parler c'est-à-dire en grande ligne. On ne pourra pas tout étaler en détail. Les grandes lignes, c'est d'abord, vous avez bien fait de le dire, pourquoi Barkhane s'en va. Barkhane s'en va parce qu'il y a carrément absence de résultats. Donc le bilan de Barkhane, d'abord, c'est un bilan négatif.
s'il faut noter sur 10, moi je vais donner 0,25 sur 10. Pourquoi c'est un bilan nul? D'abord, pourquoi Barkhane a intervenu ici au Mali? D'abord, ce n'était pas Barkhane. Pourquoi il y a eu Barkhane? C'était Serval. C'est la question qu'il faut se poser. L'opération Serval, c'est parce que, en tout cas, le Mali, autrefois en difficulté, face aux terroristes venus de la Libye, des terroristes qui ont été bien sûr armés par la France elle-même. Et ici au Mali, on était dans une transition, on avait fait sauter le président Amadou Toumani Touré à 3 mois de la fin de son mandat. Et quand il y a la transition qui a été dirigée par l'un des hommes fidèles à la France, le professeur Diokounda Traoré, qui a fait appel à une intervention française. Maintenant, cette intervention française va accoucher de l'opération Barkhane, pardon, de l'opération Serval. Pour les Maliens lambda, il était question qu'il n'y aurait pas d'autre opération, c'était l'opération Serval. On repousse les terroristes au-delà et puis c'est bon. Mais seulement la France a venu avec ses objectifs. Et tout le problème, c'est que la France ne s'est pas fixé les mêmes objectifs que nous, les Maliens. Et nous avons beaucoup de Maliens applaudi. Serval, nous sommes retrouvés dans Barkhane. Dans Barkhane, nous sommes retrouvés dans Takuba. Dans Takuba, la France nous propose G5 Sahel. La France nous a amené l'aménagement. Tout le monde, finalement, ne comprend même plus pourquoi la France était là. Pire, c'est là qu'on va arriver au niveau du bilan. Quand la France intervenait, M. Bachir, la France a intervenu pendant qu'il y avait des combats au niveau de Kona. Kona, c'est avant d'arriver au niveau de Sévaré. Sévaré, c'est dans la région de Mopti, bien sûr. Donc, au centre du Mali. Donc, il y avait des violents combats entre, d'une part, les forces armées maliennes, et de l'autre côté, il y avait les terroristes. Donc, c'était des violents combats au niveau notamment de la localité de Kona. C'était Kona, la ligne de front. Et quand le Mali a simplement demandé une intervention aérienne, parce qu'il y avait beaucoup de pick-up armés, beaucoup de colonnes de pick-up armés. Mais ce qu'on dit que Bamako allait tomber, non, Sévaré n'était même pas tombé. Le combat, c'était à 45 km de Sévaré, notamment au niveau de Kona. Donc, de là-bas, quand le Mali, c'était le Mali qui était au niveau de l'armée de terre, les forces terrestres, quand on a repoussé les terroristes, c'était une débandade. Donc, on a repris avec les Français Gao ensemble, avec Tombouctou, on a repris Tombouctou ensemble, mais c'est à partir de Kidal que la France nous a trahis. La France a fait venir des rebelles, en tout cas ces groupes rebelles, qui étaient réfugiés, qui avaient été délogés par des djihadistes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est l'occasion d'expliquer vraiment ce qui s'est passé au nord du Mali. Quand le nord là est totalement tombé, il y a eu plusieurs groupes rebelles. Mais il faut retenir deux principaux groupes. Il y avait des djihadistes qui ne géraient que par l'application de la charia, et il y avait des rebelles et terroristes pro-français qui voulaient prendre une partie du Mali qu'ils ont fait appeler Azawad. Ces djihadistes disant vouloir uniquement l'application de la charia ont expulsé les groupes rebelles pro-français. Et ce sont ces djihadistes qui ont été détruits par l'intervention de la France, et la France a fait venir ses propres djihadistes que vous voyez là, les Koufa et autres, des faux djihadistes qui avaient déjà infiltré les autres djihadistes qui étaient sur place, les Oumarou Ouldouhama et les bandes et consorts. Donc, quand on parle d'absence de résultats au niveau de la France, c'est bien sûr de cela qu'il s'agit. C'est la France qui a ramené ses propres groupes rebelles à Kidal. Et de Kidal, la France a formé les Amadou Koufa. Tous les leaders terroristes que vous voyez ont été formés dans la principale base française à Kidal. Et de Kidal, la France les a déployés. Et il y a eu le chaos au niveau du centre du Mali qui était une zone très stable. Donc quand il y a eu le bordel au niveau du centre du Mali, c'était une façon d'empêcher le Mali d'intervenir au nord. Puisqu'il faut mettre le chaos au centre. Donc quand au centre ça ne va pas, on ne peut pas aller au nord. Et le temps pour la France d'exploiter l'or qui se trouve à Kidal et les richesses du nord Mali en toute sécurité. C'est de cela qu'il est question. On est resté dans ça jusqu'il y a eu beaucoup de mouvements de société civile. Donc la France, il est absent de résultats. D'abord, la maladie s'est trouvée à Kidal et ensuite elle s'est propagée au centre du Mali. Premier défaut. Deuxième défaut, quand la France intervenait, il y avait moins de morts. Mais à partir de l'intervention française, on a cessé de compter nos morts. Des militaires égorgés, des militaires massacrés. Et pire, l'armée française a saisi les armes du Mali et les a remises aux rebelles.
Ça, c'est du jamais vu. Ce n'est pas les rebelles qui ont fait appel à la France, mais c'était le Mali. Mais la France a saisi les armes du Mali et les a remises aux rebelles. Ça, c'est plus qu'un crime, ça. Et ensuite, la France, dans son absence de résultats, a continué. Nous avons eu beaucoup, nous avons eu des massacres, nous avons eu des cas de viol. Le bilan de la France, c'est bien sûr des massacres, des cas de viol, bien sûr plusieurs jeunes filles tombées enceintes et autres. Donc c'est un bilan qui est totalement nul. Aujourd'hui, nous avons des terroristes armés un peu partout au Mali. C'est là qu'a intervenu cette transition. Et là, nous sommes en train de nettoyer la maison. Comprenez que ça va prendre du temps. Donc la France, c'est l'absence totale des résultats. Il n'y a pas eu de résultats, bien au contraire, la France nous a enfoncé au niveau. Autre objectif de la France, on a vu que la France n'a rien diminué de terroristes, bien au contraire. En 9 ans, la France n'a tué que 49 terroristes. Ce sont les chiffres qui parlent. En 9 ans, 49 terroristes, la France dit avoir neutralisé 49 terroristes. Et là même, on n'a pas vu le corps de ces terroristes. Donc nous ne pouvons pas gérer là-dessus. En tout cas, ce sont les chiffres de la France. Et ensuite, du côté armement, la France, non seulement nous a désarmés pour armer ces gens-là, les rebelles de la France, il y a des milices pro-Mali qui voulaient entrer à Kidal, notamment dirigées par le général Gamou, milice qu'on appelle ici Gatia, hein, groupe d'autodéfense des Touaregs, Imégades et alliés. Gatia et alliés étaient dans le faubourg de Kidal. C'est la France qui a mis pression sur la milice de tracer ce qu'on appelle une zone interdite à ces milices-là. Donc c'est la France, une fois de plus, une deuxième fois, qui a protégé ces rebelles-là à Kidal. L'armée malienne voulait prendre Kidal par la force. C'est la France qui a utilisé ses snipers encore pour faire échouer ce combat. Donc, la France n'a jamais aidé le Mali. La France s'est fait appeler pour des objectifs qu'elle avait elle-même. C'est de cela qu'il est question. Au niveau de l'armement, la France, je dis, n'a jamais armé le Mali. Bien au contraire, la France nous a désarmés et la France a empêché le Mali de s'armer. Grave encore, la France est allée faire confisquer un avion de transport de troupes que le Mali avait acheté. Donc, il y a absence totale de résultats tout au long de la ligne. Et pendant les opérations, quand les camps de l'armée malienne se faisaient attaquer, et qu'on demandait le soutien aérien de la France n'a jamais été là. Pire, la France contribuait à donner les renseignements, nos positions GPS aux groupes terroristes qu'elle-même elle a formés. Et d'ailleurs, l'État islamique au Grand Sahara n'avait jamais existé avant l'implantation de la base française au niveau de Gossi. C'est à partir de Gossi que l'État islamique au Grand Sahara a été fabriqué, entraîné, armé. Et c'est à partir de la base militaire française de Gossi que l'État islamique au Grand Sahara a été déployé au niveau de ce qu'on appelait la zone de 3 frontières. C'est pourquoi ne soyez pas surpris de voir la France replier au niveau du Niger pour essayer de déstabiliser le Mali à partir de là, à partir de quelques incursions. Merci. Alors, Issa Diawara, je reste avec vous. Qu'est-ce qui a fait de ce bilan un bilan négatif? Pourtant, hein, est-ce que c'est un manque de volonté quand on sait quand même que l'opération militaire Barkhane recevait quand même un budget annuel de près d'1 milliard d'euros, en plus d'un arsenal qui disposant d'un équipement militaire de pointe? Tout ceci aurait quand même pu donner un résultat assez élogieux. Vous savez, la France, absent de résultats, pour nous Maliens, oui. Mais pour la France, non. Je m'explique. Pour nous, Maliens, on s'attendait à quoi? Que dans les partenariats avec la France, nous avons un accord de défense, que nous parvenons à récupérer après des semaines de démontage, toutes les parties qui échappaient à la souveraineté au contrôle de l'État central du Mali. On s'attendait avec la France, ça fait partie de l'accord de défense, pouvoir nous doter des armes très sophistiquées. Mais jamais on a pu récupérer le reste de notre territoire, bien au contraire. Avec la France, nous en avons perdu davantage, donc absence de résultats. Et deuxième chose, les armes, la France nous a bloqués, c'est l'absence de volonté. Puisque la France et nous, on n'avait pas les mêmes objectifs. L'objectif principal de la France, c'était d'affaiblir l'armée malienne afin de justifier son maintien à jamais sur le territoire malien. Or, l'objectif du Mali, c'était que la France nous aide à nous débarrasser des terroristes, puisque c'est elle-même qui a créé ces terroristes à partir de la Libye, et que le Mali recouvre son intégrité territoriale. Donc nous n'avons pas les mêmes objectifs.
Pour la France, il faut rester au Mali. Pour nous, Maliens, il faut que la France fasse vite pour partir. Donc, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Pour la France, elle a un bilan qui est positif parce qu'elle a réussi à propager le terrorisme partout au Sahel. Mais pour nous autres, la France a échoué parce que la France, au lieu de mettre fin au terrorisme, la France, bien sûr, a réalisé son propre objectif qui est de propager le terrorisme partout au Sahel pour empêcher tout investissement au niveau du Sahel. C'est de cela qu'il est question. Une façon de chasser des partenaires au niveau du Sahel. C'est pourquoi, dernièrement, quand le Mali a remboursé ses dettes, on a vraiment diffusé ça sur les médias. C'était pour dire que, bien sûr, les partenaires peuvent faire confiance au Mali et que c'est un pays où on peut investir. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. La France a fait publier une carte du Mali où vous voyez tout est peint en rouge. Mais c'est bizarre là. Pourquoi tout est peint en rouge? Et au même moment, des journalistes français se retrouvent dans ces mêmes zones et qui se disent qu'ils ont été enlevés par des terroristes. Pourquoi des zones que la France peint en jaune, nous avons des journalistes français qui se retrouvent dans cette même zone? Incohérence totale. Donc l'absence des résultats, c'est dû au fait que la France et nous n'avons pas les mêmes objectifs. Alors, la France veut rester au Sahel, définitivement, et nous voulons nous débarrasser des terroristes, définitivement. Les terroristes sont un outil de travail pour les Français, et pour nous, les terroristes sont bien sûr des gens qui font les traditions. Alors, merci Issa Diawara. Je reviens à vous, juste une petite seconde, le temps d'aller retrouver notre ami, je l'annonçais il y a quelques minutes, c'est bien sûr Delphin, depuis Gitega au Burundi. Delphin, bonsoir, merci d'être avec nous, vous avez la parole, cher ami. C'est une fois de plus le Malien de Gitega. Et je transmets mes salutations à toute la communauté panafricaine qui me suit encore ce soir, et en particulier mes chers frères que tu as invités en tant que panélistes, à savoir notre brillant général et un digne fils du Cameroun, Tou Jonathan. Permets-moi, mon cher Bachir, de présenter mes excuses à l'ensemble des frères et sœurs qui se sont demandé où j'étais passé ces derniers temps. Je te l'ai déjà dit en off, j'ai été un peu dépassé par des affaires d'ordre personnel, on va dire, et je suis en train de les régler, donc je serai de nouveau des vôtres d'ici quelques jours. Donc pour revenir au sujet qui nous occupe ce soir, mon analyse va être un peu dans le sens des invités. Pour moi, ce qui se passe en ce moment est une suite logique. Seuls les gens qui ne sont pas enracinés dans les dossiers vont être surpris, mais nous avons tous pu constater à quel point M. Macron, paraît-il démocrate, s'est ridiculisé lors de sa tournée africaine, notamment au Cameroun. Et c'est une fois de plus pour moi l'occasion de remercier le président Paul Biya d'avoir fait accueillir ce nain géopolitique comme il le mérite. Donc c'est parfait. Et donc dans ce contexte, le nègre de maison Ouattara est en train d'essayer de rattraper, j'allais dire, les incapacités de son patron élyséen, sachant que le scénario qui se déroule actuellement du côté du Mali se rapproche de plus en plus des frontières des États voisins. Nous observons ce qui se passe en ce moment, par exemple, en Guinée. Il n'est pas du tout exclu que ce que l'appareil militaire malien a fait au Mali puisse se reproduire cette fois-ci du côté des appareils militaires guinéens, nigériens. C'est juste une question de temps. Il faudra observer cela dans les mois, dans les années qui viennent. Nous sommes déjà préparés et nous travaillons en ce sens. Je ne pense pas ici trahir un secret défense. Mon ami Diawara sait de quoi je parle. Il en a parlé à moult reprises sur différents médias, notamment celui-ci. Donc il faut lire ce qui se passe en ce moment dans ce contexte-là. Et donc Barkhane essaye de se repositionner tant bien que mal pour pouvoir, j'allais dire, pouvoir rester un acteur dans ce changement de paradigme, dans ce changement d'alliance, changement dans lequel d'ailleurs est parfaitement inscrit notre frère. J'espère qu'il me permettra cette camaraderie. Le ministre défense
de l'État malien, à savoir le colonel Camara. Donc, à partir de là, il y a pour moi le seul, on va dire, le seul point d'interrogation qui demeure, c'est la position de M. Macky Sall. Nous avons tous vu qu'il a opéré, j'allais dire, un retournement de veste en commençant à collaborer avec l'Iran et à travers l'Iran, donc la Russie. Pour ma part, je fais partie de ceux qui observent dans une forme d'expectative de quel côté il va finir par s'installer, et ce de façon définitive, sinon durable. Pour moi, Macky Sall, c'est le seul point d'interrogation dans toute cette somme d'équations. Nous savons tous que Ouattara est un nègre de maison, idem pour Bazoum. Nous savons que Macron a commencé à digérer le fait qu'il soit devenu un nain géopolitique, une puissance somme toute régionale, européenne, et que nos frères du côté de Bamako sont en train d'augmenter leur coopération militaro-industrielle avec la Russie. D'ailleurs, j'attends même de voir ce qui va résulter du prochain sommet Afrique-Russie, quels seront le degré des rapports russo-maliens. Et d'ici là, comme je l'ai dit, mon cher Bachir, il y a quelques semaines, le général Yani, et je sortirai par là, porte-parole des armées françaises, nous a clairement désignés comme étant les adversaires de l'armée française. Et à travers cette armée française, les adversaires de toute la galaxie soi-disant démocrate. Donc il faut, comme on dit, fourbir nos armes, parce qu'elles vont être de plus en plus sollicitées. Je sortirai par cette citation de l'Empire romain qui disait que celui qui prépare la guerre, ou plutôt celui qui prépare la paix, prépare la guerre. En latin, on dirait sivi pacem parabellum. Donc, sur ces mots de fin, je te rends le micro, mon cher Bachir. On est ensemble et j'essaie de vous revenir au plus vite. Et on est ensemble. Foyer Média, une fois de plus, allons de l'avant. C'est un mot de fin qui nous intéresse davantage, très cher Delphin depuis Gitega. Merci en tout cas, on va rester au téléphone. Et cette fois, on va aux États-Unis d'Amérique. C'est Jean Sakpono, un des fidèles parmi tous les autres. Il nous appelle. Bonsoir Jean. Bonsoir Bachir. Bonsoir à vos invités. Jonathan, je ne sais pas s'il est là. Et Diawara, bonsoir Diawara. Et bonsoir à tous ceux qui écoutent For You Media. Bonsoir aux techniciens. Merci. Bachir. Oui. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je ne suis pas venu ici pour dire Dieu existe, il n'existe pas. En tant qu'un humain, je sens en moi qu'il y a un esprit supérieur qui me guide. Un esprit de vérité, un esprit d'amour, de tolérance et un esprit de partage, un esprit de justice. C'est cette justice que nous cherchons. Voyez, il ne faut pas se cacher la face. La France et le peuple français, ils savent que les Africains meurent à cause des Français depuis la nuit des temps. Même si leurs médias qu'ils ont créés pour brouiller la vérité, aujourd'hui, la conscience africaine est réveillée et doit encore se réveiller davantage. Parce que c'est une injustice que les Européens viennent s'installer et viennent installer leur armée en Afrique pour détruire l'Afrique. Et toujours est-il qu'ils justifient cela en disant que c'est une aide. Où est l'Afrique? Malgré ces aides qu'ils disent là. Où est l'Afrique aujourd'hui? Soyons clairs, soyons sincères dans la vérité. Nous en appelons le peuple français à témoin et nous les interpellons de rapatrier, de ramener, de faire revenir les soldats, les chiens qui détruisent les Africains. De les faire revenir sur leur territoire. Tout le peuple veut la liberté, la paix. On ne voit pas pourquoi la France
s'initie depuis longtemps dans les affaires africaines et continue de voir que c'est un droit et c'est un intérêt. C'est une injustice. Si le peuple français ne réagit pas maintenant, très tôt, bah si je l'ai dit, ce n'est pas parole humaine. Parce que tout se paie ici-bas. Tel mal, ce que vous faites, si vous ne payez pas vous-même, vos enfants qui vont hériter de ce que vous avez gagné du mal que vous faites vont payer. La France a trop fait du mal. Les Européens ont trop fait du mal aux Africains. Surtout la France persiste et signe. Continue ce sale besogne. On te chasse du Mali, tu vas te réfugier au Niger. Qu'est-ce que tu cherches? Touchez votre conscience. Vous avez, votre conscience est morte, les peuples européens. Il y a certains qui ne disent pas ironie. Mais ils ne font rien. Ils ne disent pas à la France, tais-toi. C'est des barbares. C'est pourquoi les guerres qu'ils ont dit mondiales sont entre eux-mêmes, mais ils ont dit mondiales. C'est comme ça. Alors, le temps est venu pour que les Français dégagent de l'Afrique complètement. Avec leurs instruments de mort. Avec leurs instruments de mort, Bachir. Ça a trop duré. Ils ont tué nos leaders, ils ont détruit nos pays, et pourtant, l'Afrique se reproduit. Vous voyez? C'est un miracle. Le mal qu'on fait à partir de l'OMS à l'Afrique, sur le côté santé, c'est qu'on doit disparaître la population africaine. Et pourtant, c'est sur ce même continent qu'une seule femme peut donner naissance à 42 enfants. Vous voyez? C'est pas un miracle là. Quand ils persistent pour détruire l'Afrique, l'Afrique se reproduit. Quand ils persistent pour plonger l'Afrique dans l'ignorance, l'Afrique se réveille aujourd'hui. Mais c'est une grâce. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour cela que c'est clair que la lutte que nous menons, c'est une lutte divine. Elle doit aboutir. Ils doivent payer. Et le jour viendra, nous allons les juger. Il vaut mieux pour eux qu'ils ne commencent pas à faire leur mea culpa. Et réparer les dommages si possible. Renvoyer les objets qu'ils ont volés. Et venir après, Macron va à côté de nous pour dire qu'il va visiter. C'est une honte. Ils n'ont pas la honte dans leur figure, même dans leur conscience. C'est parce qu'ils vivent dans l'obscurité. Parce que nous sommes en guerre, que l'Esprit de Dieu vous guide nos combattants. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils sont tués, ils vont encore tuer, mais nous allons gagner le combat. Inch'Allah. Merci. Allez, merci à vous également, très cher Jean-Sac Pono. Restons au téléphone avec d'autres appelants avant de revenir vers le général Issa Diawara. Alors, il y a Madame Yao, je crois qu'elle essaie de nous joindre par WhatsApp, vérifiez cela. Pendant ce temps, allons donc vers Issa Diawara. Alors, Issa, est-ce qu'il faut absolument voir ce départ de Barkhane comme une victoire, quand on constate quand même que Barkhane a traversé seulement la frontière pour se retrouver du côté nigérien? J'allais même dire, pourquoi juste une traversée? De la Katiba Massina qui s'appelle Baraba, oui, qui a été tué par une frappe de l'un des avions de chasse que la Russie vient de doter le Mali. Donc nous disons, ça c'est une information d'abord à l'endroit de Barkhane qui nous a jamais doté d'un seul avion. Ensuite, maintenant ces retraits, c'est bon, une victoire, oui, mais je ne pense pas encore que cela soit une victoire. C'est peut-être une étape de la victoire. Il s'agit d'une étape de la victoire. Notre objectif, ce n'est pas que la France parte simplement du Mali. Notre objectif, bien sûr, c'est recouvrir d'abord l'intégrité territoriale du Mali. Vous savez, la France, en partant, elle a fait beaucoup de dégâts ici. Nous avons besoin de beaucoup de temps pour réparer tous les dégâts de la France. Tellement de terroristes ont été entraînés, surentraînés, renseignés, équipés, armés. Donc, nous avons besoin du temps pour, en tout cas, pour réparer tous les dégâts de la France. Premier point, donc là, nous ne croyons pas tout de suite à la victoire. Deuxième point, c'est que la France est partie se positionner au Niger. Et au Niger, du côté des zones de 3 frontières. Donc, c'est de là-bas, à partir de là-bas, que la France est en train de faire des incursions. Vous avez vu l'attaque au drone et au canot César l'autre jour, sur notre position, notre camp militaire de Tessit. Donc, la France n'est pas totalement partie. Nous, notre objectif aujourd'hui, je pense, c'est de faire partie, c'est d'éloigner la France le plus loin possible de nos frontières.
nous allons éloigner la France. Il faut que la France quitte le Niger, même le Burkina. En tout cas, si la France doit rester au Niger, ça ne doit pas être du côté de la frontière du Mali. Il faut vraiment que la France soit repoussée très très loin de nos frontières. Nous ne sommes pas à la frontière de la France. Est-ce que le Mali a une armée en Allemagne, ou bien en Italie, ou bien en Espagne, à la frontière de la France? Pourquoi la France, qui dit que c'est le Mali qui l'avait sollicité? Ce n'est pas le Niger qui avait sollicité la France. Mais si c'est le Mali vous remercie la repartez, ils sont venus de la France directement pour le Mali, au Mali ici. Donc s'ils doivent quitter le Mali, qu'ils repartent en France, pourquoi se repositionner à nouveau? C'est comme si moi je suis chez vous, j'ai fait beaucoup de dégâts, vous me chassez de votre cour, M. Bachir, mais je viens me positionner à votre porte. Donc la menace n'a pas pris fin. Il faut que vous mettez tous les moyens en œuvre pour me chasser de votre porte, m'éloigner même de la rue qui traverse votre porte, m'éloigner du quartier si possible. Il est question de mettre la France au-delà, même hors Afrique. C'est ça le combat. Mais nous sommes gênés dans notre combat. Parce qu'au même moment que nous combattons la France, il y a les valets de la France. Ouattara nous combat, il y a, je ne sais pas, Damimba est manipulé, Bazoum nous combat. Finalement, on ne comprend pas quoi. On dirait l'ennemi de l'Afrique, même c'est l'Africain quoi. C'est très bizarre. Nous, qu'on nous laisse régler notre problème avec la France. Il ne faut pas que en tout cas, des Français noirs s'y interposent. Hein, des Français qui sont dans nos maisons s'y interposent. C'est une histoire entre le Mali et la France. Je ne vois pas pourquoi les autres s'en mêlent. Je comprends là. Beaucoup doivent leur pouvoir, leur trône à la France. Mais au point de vouloir déstabiliser, en tout cas un peuple au sein duquel lui-même il est issu, mais ça c'est très grave. Ça c'est un crime. Ça c'est régner ses origines. C'est ce qui est très grave. Donc la France est positionnée au Niger. La France continue de nous menacer. Au Niger, pourquoi? Parce que la France veut à partir du Niger multiplier les incursions au Mali, tant au niveau terrestre ou au niveau aérien. Je pense que les autorités du Mali vont prendre des mesures idoines pour contrer cela. La France au Niger encore pour former des terroristes là-bas. À défaut, si elle-même ne peut pas venir, il faut en tout cas pousser ces terroristes-là vers le Mali. La France est au Niger. Troisième raison, il faut financer et renseigner les rebelles. À partir des terroristes, à partir des moyens de renseignement dont en tout cas la France et ses alliés disposent. La France est au Niger aussi pour guetter un moindre faux pas. C'est-à-dire la France peut pousser M. Bazoum, tout comme la France est en train de manipuler Ouattara aujourd'hui, à vouloir entrer en guerre avec le Mali en ce moment. Elle-même, elle va profiter pour entrer en guerre et détourner le mandat, en tout cas, cette guerre. C'est un peu de cela qu'il est question. Donc la France au Niger, une façon de nous mettre la pression, une façon de nous menacer. Nous sommes sereins, nous savons qui est notre ennemi dorénavant. L'enfant malien de 6 ans connaît la France aujourd'hui comme ennemi principal de la stabilité du Mali. C'est ce qui est important. Maintenant, connaissant l'ennemi, quand vous connaissez les serpents, à vous maintenant de chercher les moyens idoines pour pouvoir vous en débarrasser. Merci. Voilà, merci Issa Diawara. Je reviens à vous, très cher invité, Issa Diawara. Alors, nous avons quelques appelants. Je vois Madame Yao, je vois Emmanuel Bandakani. Alors, le temps de caler donc bien l'appel de Madame Yao. Donc, allons rapidement vers Emmanuel. Emmanuel Bandakani, bonsoir depuis la Côte d'Ivoire. Merci, c'est Emmanuel Bandakani depuis la Côte d'Ivoire. Bachir, je ne cesserai de te dire que tu es une fierté pour l'Afrique. Bachir, j'ai moins de 40 ans, quand je te vois, j'ai toujours l'espoir. Parce que tu es un vaillant combattant. Tu es un exemple pour nous, Bachir. Si j'ai fini de dire ça, Bachir, le départ de Barkhane du Mali est une victoire pour le Mali et non pour l'Afrique. Tout à fait. Pour que ça soit une victoire pour l'Afrique, il faudrait que tous les Africains se réunissent pour chasser cette armée impérialiste. Il faudrait que nous nous réunissions pour les hors de l'Afrique. Et de toutes les façons. Bachir, tu sais quoi? C'est la frontière qui n'est pas importante. Les autorités ne sont pas intelligents. Parce que là, on a... Bachir, tu vois qu'ils ne voient pas comment est-ce que nous sommes devenus conscients. Bachir, quand mon père avait mon âge, le blanc était, c'est-à-dire les Français étaient le Dieu. Mais aujourd'hui, ces mêmes dieux sont devenus nos chiffons. La France, elle est aveugle. Elle est vraiment inconsciente. Sinon, vu l'atmosphère, vu la prise de conscience de tous les Africains, la France devrait avoir l'humilité. Mais on va les bouder, on va les chasser,
On tient à dire merci à vous, Bachir, parce que vous avez été au front. Bachir, je vous ai connu depuis 2011. Je ne vais jamais oublier. Tu es un puissant homme. Aujourd'hui, vous avez conscientisé toute l'Afrique. Et nous sommes fiers. Pour finir, je voudrais dire aux autorités maliennes de mettre une base de l'armée malienne doit être à la frontière entre le Niger et le Mali. Une base de l'armée malienne, la logistique tout entière doit être à la frontière afin de pouvoir sécuriser. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Une base de l'armée malienne doit être à la frontière. Bachir, merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. La patrie ou la mort, l'Afrique va vaincre les impérialistes. Et nous sommes en train de les vaincre. C'est eux qui ne sont pas conscients. Sinon, merci, mon cher Emmanuel. Bonne émission à toi, Bachir. Allez, bonne émission, Emmanuel. Merci en tout cas pour la contribution. On va prendre Madame Cissé rapidement. Et puis, on m'a dit que l'appel de Madame Yao est déjà bien calé. Donc, Madame Cissé tout d'abord. Bonsoir, Madame Cissé, depuis la Côte d'Ivoire. Monsieur Issa Diawara. Alors, il me semble que la liaison n'est pas très bonne. D'accord, allons-y avec Madame Yao. On reviendra certainement avec Madame Cissé dans la prochaine phase des appels. Madame Yao, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bachir. Bonsoir à tes invités. Bonsoir surtout à monsieur, je sais pas, il se fait appeler général, c'est Moussa Diawara. J'ai un mauvais souvenir de ce qu'on dit, on appelle général. On a tous vu notre frère, notre petit frère Bleu Goudé ici, nous l'avons tous appelé général et nous avons vu tout ce qui lui est arrivé. Et donc, quand j'entends, on appelle Monsieur Diawara général, ça me rappelle un peu le combat patriotique de notre frère Bleu Goudé, que je salue. Même si aujourd'hui, il envoie des gens sur les réseaux sociaux insulter le président Laurent Gbagbo. Mais bon, c'est de bonne guerre. Hein. Aujourd'hui, il a un parti politique, donc il veut s'affirmer. Donc, il pense que en s'affirmant, c'est insulter le président Laurent Gbagbo. Bon, moi, j'appelle surtout pour dire victoire, une petite victoire, hein, c'est une petite victoire. Le départ de Barkhane du Mali. J'ai tiré mon chapeau à tous les patriotes maliens. Et je vais emprunter l'expression au président Laurent Gbagbo qui aimait dire le serpent n'est pas encore mort. Donc, j'ai dit à mes frères maliens, c'est vrai, c'est une victoire, une petite victoire. Une petite victoire. Pourquoi je dis c'est une petite victoire? C'est une petite victoire parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire. Le Mali est entouré des gens qui hébergent Barkhane. Le Mali est entouré des pays qui ont des bases militaires françaises. Donc, tout peut arriver d'un moment à l'autre. C'est pour ça que j'ai dit c'est une petite victoire. Et donc, pour ça, cette grande lutte que le Mali est en train de faire, en train de mener, et je pense que tout d'abord, je vais féliciter Assimi Goïta qui me rappelle Thomas Sankara. Il me rappelle parce que Thomas Sankara aussi était très jeune. Assimi Goïta l'est aussi, mais il est très courageux. Il a le courage du président Laurent Gbagbo. Ça, faut le reconnaître, faut le dire. Il est très courageux et je lui dis merci. Je demande à nos ancêtres de le protéger, Assimi Goïta, parce que le serpent n'est pas encore mort. L'ennemi est là, tout près. L'ennemi n'est jamais loin. Qu'il se rappelle de ce que Blaise Compaoré a fait à Thomas Sankara. Qu'il se rappelle de ce que les Ivoiriens ont fait au président Laurent Gbagbo. Dans l'armée même, vous-même, vous voyez, suivez mon regard. Il y en a qui sont allés témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Et donc, le danger est toujours là. Je demande à Assimi Goïta d'être très vigilant, de faire très attention, de faire attention, de ne pas trop faire confiance même à ceux qui l'entourent. Il faut qu'il se rappelle aussi de ce qui est arrivé à Chosor, Kabila le père.
Kabila le père, c'est une personne de confiance qui l'a tué. Donc, c'est vrai, l'ennemi est partout, mais l'ennemi est tout près. Et au cœur, on y va. Merci aux Maliens. C'est le Mali qui va sauver la Côte d'Ivoire. Le Mali hier, Diawara n'aime pas qu'on dise ça, mais les faits sont têtus. Il faut chaque fois les rappeler. Le Mali hier a soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire ici, et nous avons tous vu ce qui nous est arrivé. Mais ça, on peut dire aujourd'hui que certains Maliens le regrettent. Il y a un Malien même qui a sorti une chanson. Je cherche même à me procurer du CD. Et sur la situation de la Côte d'Ivoire où il disait c'est le président Laurent Gbagbo qui avait raison. Et donc, nous sommes ensemble. On y va au cœur. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Tout peut arriver à tout moment. Et si le Mali tombe, nous sommes foutus à jamais, 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 jamais. Donc le Mali ne doit pas tomber. Le Mali doit continuer les victoires sur les victoires. Merci. Merci très cher Damiao. Et bien sûr, en tout cas, le Mali, tel que c'est parti, ne tombera pas, Inch'Allah. On va... alors tout à l'heure, vous me disiez que Madame Cissé a essayé sur une autre ligne. D'accord, prenons-la avant d'aller vers notre ami Diawara, qui a certainement des choses à rajouter. Madame Cissé, j'espère que cette fois c'est la bonne. Vous avez la parole. Bonsoir. J'ai reconnu M. Issa Diawara. Oui. Voilà. J'aimerais dire d'abord fierté, toute une fierté et toute une joie pour le Mali, parce que hier sur les réseaux sociaux, nous avons appris que le Mali a payé toutes ses dettes envers ses créanciers. Ça, c'est un grand pas vers l'indépendance, vers la liberté. Parce qu'on a tous l'impression que quand vous êtes en parlable, quand vous êtes en conflit avec la France, c'est là que je me rends compte qu'il y a une prise de conscience de nos dirigeants. En Côte d'Ivoire, lorsque le président Laurent Gbagbo est en guerre avec la France, c'est là qu'on apprend que la Côte d'Ivoire avait réglé toutes ses dettes extérieures et intérieures. En Russie, c'est pareil, la Russie ne doit plus au FMI, la Russie ne doit plus à tous ses créanciers, à toutes ses institutions internationales. Hier, nous apprenons que le Mali a fini avec toutes les dettes qu'il avait et tout a été réglé. Donc, félicitations, ça c'est un pas vers la libération. Maintenant, mon message à Assimi Goïta, c'est celui-ci. De grâce, les prisonniers que vous avez eus là, ne les libérez pas. Quel que soit le chantage, ne les libérez pas. Et je me pose la question de savoir qui a intérêt à ce que la Côte d'Ivoire et la France entrent en guerre. Et pardon, le Mali entre en guerre. C'est bien sûr la France. Et je sais que nous avons au pouvoir au Mali des gens très intelligents qui voient un peu l'aboutissement des choses, qui ne vont pas tomber dans la provocation inutile des moutons du RDR. Parce que depuis un certain temps, il y a une forme de nouveaux patriotes, après un guillemets, qui sont en train de profiler des injures envers un État voisin qu'est le Mali. Sachant très bien que l'embargo qu'on avait fait contre le Mali n'a pas porté des fruits. C'est comme si la Côte d'Ivoire s'était tiré une balle dans la patte, dans le pied. Est-ce que ces nouveaux patriotes-là, ces nouveaux moutons du RDR qu'on envoie sur les réseaux sociaux pour insulter le Mali, est-ce qu'ils connaissent l'histoire? En fait, sachez que c'est la voix officielle du RDR, ça. La voix officielle du RDR, c'est ceux-là qu'on envoie pour insulter les dirigeants maliens, pour insulter le peuple malien. Et je sais que l'État malien ne va pas tomber là-dedans, parce qu'il y a trop de défis à relever. Et désormais, au président malien, qui a toutes les informations, qui est très introduit, la Côte d'Ivoire, c'est un État voyou. La Côte d'Ivoire est un État voyou par qui la France instrumentalise pour vous déclarer la guerre. Je pense qu'il y a trop de chantiers. C'est pour ça que nous demandons de ne pas libérer ces voyous, ces mercenaires qui sont au Mali, qui ont été arrêtés au Mali. Et prenez toutes les informations. On vous a demandé un procès public. C'est ce qu'on a demandé au colonel Assimi Goïta. C'est ce qu'on a demandé. Un procès public. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont nous dire. Le procès du président Laurent Gbagbo, c'était en Mondiovision. Faites le procès pour qu'on sache qui est Draman. Qu'est-ce qu'il fait?
pour qu'on voit son vrai visage, pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est un État voyou. En tout cas, pour l'instant, nous sommes de cœur avec le Mali. Honneur, gloire au président Assimi Goïta. Nous soutenons le Mali. Merci, Bachi. Pour cette contribution, merci d'avoir insisté. J'ai vu à quel point vous vouliez parler pour donner ce message, celui du soutien au Mali et au peuple malien. Issa Diawara, est-ce que ce départ de Barkhane, et je vais poser la question telle que je l'ai vue du côté de nos confrères de l'Occident, est-ce que cela ne contribue pas à isoler le Mali davantage? Pardon, si vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas bien saisi les sons. Le départ de Barkhane est-il le synonyme d'isolement du Mali? Non, 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 bien au contraire, M. Bachi. Okay. Et d'ailleurs, permettez-moi d'abord de saluer les appelants avant de répondre à votre question et préciser à Mme Yao que moi, je ne suis pas Bleu Goudé, on n'a pas le même parcours. Nous n'avons ni les mêmes noms, ni les mêmes prénoms, ni les mêmes parcours. Moi, mon parcours, c'est tout autre. Et ensuite, en ce qui concerne Kabila Père, il n'est pas le même qu'Assimi Goïta, parce que Kabila Père n'était pas entouré il n'était pas dans un groupe de colonels. Kabila Père est venu au pouvoir par le biais des Rwandais, des Burundais et des Angolais. C'est pas la même chose. Assimi Goïta est venu au pouvoir uniquement par les Maliens. Il a été porté au pouvoir par les Maliens. Et ensuite, Assimi Goïta, aujourd'hui, la charte de la transition du Mali dit qu'au cas d'absence, en tout cas en cas de force majeure, si Assimi n'est plus au pouvoir, c'est l'un des 5 colonels encore qui doit reprendre le pouvoir. Donc quand la CEDEAO va tenter de dire retour à l'ordre constitutionnel, on ne le souhaite pas, si c'est jamais le cas, c'est le colonel Malick Diao qui vient directement comme président de la transition. Donc on est toujours dans le même système. Donc le Mali s'est arrangé pour ne pas sortir de ce système. Donc pour dire que le Mali a mis en place vraiment suffisamment de garde-fous. C'est pourquoi ils savent aujourd'hui que toucher même au colonel Assimi Goïta, c'est un peu contre-productif. Vous savez, les quatre autres colonels là sont même beaucoup plus durs. Et même beaucoup d'autres encore. C'est l'armée malienne en question. Et ensuite, maintenant pour répondre à votre question, le départ de Barkhane ne fait pas isoler le Mali. Bien au contraire, le départ de Barkhane rend encore beaucoup plus fréquentable le Mali. Parce que c'est quand la France était là qu'elle faisait terroriser les gens. Mais puisque la France est partie, nous avons repris totalement le contrôle de notre espace aérien. Donc la France est out. Simple preuve, vous avez Macky Sall, le président de l'Union africaine qui est venu ici. Et c'était hier, le lundi. Donc là, on ne peut plus parler d'isolement du Mali. L'objectif de la France, ce n'était même pas de voir quelqu'un de la CEDEAO aussi. Surtout, en plus forte raison, un président de l'Union africaine en exercice. Et ensuite, vous avez la vice-secrétaire générale des Nations Unies qui est venue au Mali. C'est pas... Donc, vous comprenez, le Mali n'est pas isolé. S'il y a un pays qui est en train de s'isoler, de s'enfermer dans sa politique néocoloniale, c'est bien sûr la France. S'il y a un pays qui est en train de s'isoler dans son système de vouloir toujours esclavagiser l'Afrique, de vouloir faire de l'Afrique du bétail, c'est bien sûr encore la France. Tout le monde s'en méfie. La simple preuve, les sanctions contre la Russie, vous avez vu comment l'Afrique s'est abstenue. Donc le Mali n'est pas isolé. C'est bien sûr, c'était la volonté de la France d'isoler le Mali, un échec. La volonté de la France et de l'Occident d'isoler la Russie, là encore un échec. Beaucoup du monde continue à commercer avec la Russie. Donc aujourd'hui, les sanctions boomerang font mal, surtout les effets boomerang, c'est du côté de l'Occident. Donc le Mali n'est pas isolé, et d'ailleurs la France ne peut même pas isoler le Mali. Que les choses soient très claires. Alors, la France n'a aucun si je vous ai bien compris, Issa Diawara, si je vous ai bien compris, ce départ a plutôt favoriser la renormalisation des relations du Mali avec le reste du monde. C'est bien ce que vous essayez de me dire. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Pas j'essaie de dire, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer surtout. D'accord. Comprenez que le départ de Barkhane a rendu le Mali beaucoup plus fréquentable encore. Alors, est-ce que... on comprend qu'ils ont dorénavant un pays, ils ont affaire à un pays souverain. Parce que qui ne collabore pas avec le Mali, tu peux avoir aussi des soucis avec le Mali, avec une bonne partie de l'Afrique, bien sûr avec la Chine et la Russie.
C'est là qu'il est question. Très bien, ça veut dire que l'option russe devient de plus en plus évidente du côté du Mali, et le Mali qui risque ou qui est en train de devenir pratiquement le hub régional de la stratégie russe. Oui, mais au départ du dernier soldat français hier du territoire malien, le ministre de la Défense du Mali, colonel Sadio Camara, a atterri à Moscou. C'est bon pour répondre à votre question? Ah oui, ça répond évidemment. Même que vous avez les derniers soldats français qui quittent le Mali, vous avez le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense, un auteur, artisan principal de tous ces joyaux de notre, en tout cas, des armements, en tout cas, que le Mali est en train d'acquérir du côté de la Russie, qui atterrit à Moscou. C'est un message fort. Parce que le départ du dernier soldat français déchire complètement l'accord de défense que nous avons avec la France. Maintenant, le colonel Sadio Camara est du côté de la Russie. Nous attendons la moisson. Et nous espérons que la moisson serait bonne. En tout cas, c'est une moisson qui sera certainement bonne. C'est une information quand même qui a très peu circulé. Il faut bien rappeler aux Africains qui nous suivent et à tous les citoyens du monde qu'effectivement, le colonel Camara est donc en séjour en Russie. Avec quoi va-t-il revenir? De toutes les façons, nos yeux et nos oreilles du côté de Bamako nous en diront davantage. Alors, il me semble que quelqu'un est au bout du fil. Allô, bonsoir. Voilà, l'appelant n'est pas très fixé. Ça grisaille, monsieur ou madame, essayez de raccrocher et vous rappeler tout simplement. Et quand vous prenez la parole, une fois qu'on vous a dit que vous êtes à l'antenne, allez-y, parlez sans chercher à vous réécouter. De notre côté, ça facilitera l'interactivité naturellement. Eh bien, Issa Diawara, je reviens à vous le temps que nos appelants reviennent. Et les conséquences. Est-ce que le départ de Barkhane sera sans conséquences, Issa Diawara? Alors je pose la question quand même en rappelant que juste avant leur départ, c'est-à-dire il y a cela environ 2 semaines, le Mali a été sujet de plusieurs attaques. C'est vrai que pour la plupart ça a échoué, mais est-ce que ce départ serait sans conséquences? Et je m'en tiens aussi à vos analyses quand vous dites que c'est la France qui arme ses rebelles, etc. Est-ce que de sa position au Niger, elle ne représente pas une menace pour le Mali? Simple preuve, il y a tellement de preuves pour incriminer la France dans ce qui se passe. Première preuve, pour vous dire, les pays qui servent de base arrière aujourd'hui, dans le cadre de la déstabilisation du Mali, c'est des pays uniquement où vous avez une présence militaire de la France. Tout pays frontalier du Mali où vous n'avez aucune présence militaire de la France, c'est un pays stable, tranquille, où nous n'avons rien à craindre. Ça, c'est la première preuve. Nous ne sommes menacés ni du côté de l'Algérie, ni du côté du Sénégal, ni du côté de la Guinée, mais c'est surtout du côté des pays où la France a des bases militaires. Donc, ça veut dire, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier point. Second point, si c'est sans conséquence, non. Tant que l'ennemi est à votre porte, vous ne pouvez pas dormir tranquillement, c'est clair. Et d'abord, première conséquence, c'est que la France est partie laisser ses hommes ici avec beaucoup d'armes en circulation. La France n'a pas pris soin d'amener ses clics et ses claques avec elle. La France nous laisse beaucoup de terroristes super entraînés, donc qu'il faut neutraliser au plus vite. Et ensuite, autre problème, c'est que la France se retire à partir, en tout cas, des zones frontalières du Mali. La France, en théorie, la France est partie, mais véritablement, la France n'est pas encore partie. Même si ça ne tient qu'à la présence de la MINUSMA, la France a encore un pied au Mali, parce que n'oubliez pas que la France est là uniquement parce que c'est la MINUSMA est là uniquement parce que c'est la France qui a sollicité son mandat au niveau de l'ONU. Donc la France est là encore de plusieurs autres manières. Par les terroristes, la France est présente au Mali. Par la MINUSMA, vous avez vu beaucoup de contingents au sein de la MINUSMA travaillent pour la France. Donc avec la MINUSMA, la France est encore présente. Et la France est encore présente au Mali par d'autres moyens. Il y a les CFA encore, la France est présente. Il faut que nous nous en débarrassions totalement du franc CFA. Tant que nous avons les CFA, nous avons la France. Et tant que nous avons les Français comme seule langue officielle du Mali, bien sûr, nous avons encore la présence de la France. Donc la France est partie en partie, mais elle n'est pas partie totalement. Il s'agit de faire partie de la France totalement. C'est là la question. Très bien. Il s'agit de faire partir la France totalement et c'est là la grande question. Et vous l'avez démontré, c'est pas encore fait, certainement. Mais du côté du Niger, il y a quand même des bruits de la société civile qui ne considèrent pas ces soldats français comme étant les bienvenus. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de ce côté-là, pour vous qui êtes un peu plus proche, cher Diawara?
Oui, il y a des mouvements de société civile du côté du Niger, tout comme du côté du Burkina. Mais n'oubliez pas, au même moment, la France a accordé le droit de réprimer ces manifestations aux autorités du Burkina, aux autorités du Niger. Vous avez vu des jeunes qui se font enfermer dans les deux pays. Et vous n'allez jamais voir un communiqué d'un instrument de la France. Ça dit que la CEDEAO ne doit jamais condamner, l'Union africaine ne condamnera pas, l'ONU ne condamnera pas, tout simplement parce que des dirigeants en place aujourd'hui sont en train de faire le jeu de la France, repousser aussi, en tout cas longtemps possible, un partenariat diversifié, c'est-à-dire quoi? Un partenariat qui peut impliquer le Mali, la Russie, la Chine, l'Algérie et d'autres partenaires. Donc il faut que la France, on est carrément dans l'hégémonie américaine. C'est que les États-Unis font dans le monde et en Europe, rester seul partenaire fiable, c'est ce que la France impose à ces quelques dirigeants en échange. Ces dirigeants ont le droit de vie et de mort sur leurs concitoyens. Ces dirigeants ont le droit en tout cas, de modifier leur constitution à leur guise sans inquiéter. Ces dirigeants ont le droit de faire tout ce qu'ils peuvent. Mais tant que les intérêts de la France sont garantis, tant qu'ils garantissent la présence militaire de la France dans leur pays, tout va bien pour eux. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, à la société civile d'être forte, à la société civile d'être forte et de pouvoir continuer. Nous avons souvenir, je me souviens très bien, que Ibeka ici, le regretté Ibeka, nous a une fois traité de terroristes, tout simplement parce que nous avons demandé le départ de la France du Mali. C'était en 2017. Je me souviens encore bien de ces jours, comme si c'était hier que cela venait de se passer. Il est sorti à la télé publiquement pour nous accuser d'être des soutiens des terroristes. Que tous les Maliens qui demandent le départ de la France sont des soutiens des terroristes. Voici ce que la France fait dire à des présidents africains. Donc ne soyez pas surpris des comportements de Bazoum, de Damiba, de Ouattara, au peuple de résister, parce que ces gens-là sèment la terreur. Ils sèment la terreur. Aujourd'hui, les Ivoiriens le disent, que nul n'ose tenir tête à Ouattara sans se retrouver en prison. Donc c'est de cela qu'il est question. Ils disposent de tous les droits de pouvoir le faire sans être inquiétés par un organe quelconque de ce qu'on fait appeler la communauté internationale, qui n'est autre qu'un clan du bloc occidental pour garantir les intérêts occidentaux. Issa Diawara, on n'a pas vu le temps passer tellement on vous écoute et on se délecte de toutes les façons. On en profite au maximum. Issa Diawara, notre dernière question pour sortir définitivement de cette édition. Les peuples maliens ont donc une victoire, celle d'avoir ne serait-ce que mis hors de ses frontières la France à travers Barkhane. Mais tout n'est pas fini, me diriez-vous, quelle sera la prochaine étape? Oui, mais bien sûr, avant de répondre à votre question, permettez-moi de clarifier un point qui est très important. Oui. En ce qui concerne les combats même panafricains. Oui. Je vois Mme Yao m'avait interpellé une fois de plus par rapport au rôle du Mali. J'aimerais seulement qu'elle apprenne à différencier les Maliens du Mali. Oui. Dire que le Mali a soutenu, par exemple, ça c'est incriminer l'État malien. Bon, ce n'est pas l'État malien. Les Maliens qui ont soutenu Ouattara sont les mêmes qui continuent de soutenir Ouattara, sont les mêmes qui sont en train d'inciter aujourd'hui le Mali. Et par exemple, vous avez un mouvement des néo-nazis en Côte d'Ivoire là-bas, qui est dirigé bien sûr par quelqu'un qui porte un nom malien, c'est un Fofana. Donc il s'agit des Maliens là-bas qui échappent et à la fois au contrôle du Mali. Et quand on parle de 3 millions de Maliens, ces gens-là sont comptés parce que soit ils sont eux-mêmes, ce sont des binationaux, ou ils ont leurs papas qui sont, bien sûr, leurs parents sont des Maliens, ou leurs grands-parents. Donc, d'une manière ou d'une autre, on les compte parmi les Maliens. C'est pourquoi on se retrouve à 3 millions, 4 millions. Donc, ils sont nombreux même dans l'armée, dans la centre-monde Ouattara. Donc, ce sont des gens que nous considérons aujourd'hui comme des apatrides. Ils ne sont ni Maliens, ni Ivoiriens. Donc, on comprend que la Côte d'Ivoire est carrément prise en otage. Maintenant, si on termine avec cela, en ce qui concerne la prochaine étape pour le Mali, j'ai tout en dit que le combat malien, c'est un combat panafricain. Oui. Il ne faut pas se limiter simplement au Mali. Et le combat panafricain, c'est pourquoi j'ai fait exprès de clarifier ce point. Parce que quand nous observons, les Blancs ont tout fait pour que chacun de nous ait une raison de ne pas collaborer avec l'autre. D'ailleurs, c'est un peu ce que notre sœur n'a pas compris. Si nous Maliens, on regarde derrière, on va dire, mais tiens, nous ne devons jamais travailler avec les Ivoiriens, parce que si Modibo Keïta, notre président le plus populaire,
le modèle de tous les Maliens est tombé, c'est parce que Houphouët-Boigny a travaillé avec les Français. Ou les Burkinabés diront que Houphouët-Boigny a travaillé à recruter Blaise Compaoré pour renverser Thomas Sankara. Les Blancs ont semé notre histoire d'embûches, de pièges, pour empêcher tout combat panafricain, pour nous empêcher de nous retrouver. À nous de dépasser notre passé, à nous d'être forts, de regarder vers le futur, de regarder devant. C'est pourquoi l'étape prochaine pour le Mali doit être bien sûr de contribuer non seulement à expulser la France aussi loin possible, mais surtout non seulement de minimiser l'influence de la France, mais d'aider à libérer les peuples africains aujourd'hui qui sont pris en otage, à commencer bien sûr par les peuples ivoiriens et les peuples burkinabés et le peuple même nigérien. Il faut aider d'autres peuples africains à se libérer. Thomas Sankara a tenu ce discours le 11 septembre 1985. 1984, cela lui a valu la guerre Mali-Burkina. À l'époque, le Mali avait à sa tête Moussa Traoré qui a été mis en place par Houphouët-Boigny et les Français. Bien sûr, il était question de casser Thomas Sankara, puisque Thomas Sankara a été privé de la tête, à l'époque c'est lié-moi ancien format, donc de prendre la tête de cela, tout comme Assimi Goïta a été privé de prendre la tête, la présidence du G5 Sahel. Et à l'époque, Thomas Sankara s'était énervé, il avait dit les peuples à nos frontières ont besoin d'une révolution. Donc il était pour le Burkina à l'époque de renverser le pouvoir du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo, un peu par-ci par-là. C'est la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, et il y a des membres du Togo qui avaient bien sûr aidé le Mali dans cette guerre contre le Burkina. C'est pour vous dire que ce que le Mali avait fait au Burkina, c'est ce que la France tente aujourd'hui d'utiliser la Côte d'Ivoire pour faire la même chose au Mali. À nous de lire dans notre passé, à nous d'apprendre de notre histoire commune pour essayer de contrecarrer tous les pièges que l'homme, en tout cas le Français, le colon, est en train de tendre en Afrique. Le colon veut une troisième guerre mondiale avec comme champ de bataille l'Afrique. Merci. Merci à vous, très cher Issa Diawara. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et bien sûr, j'adresse le mea culpa de notre ami Jonathan Batengene qui sera des nôtres quand même dans les prochaines éditions. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyou Média.